Bonjour, hop, tac. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nicolas Catin, je travaille à l'Agence locale de l'énergie et du climat Montpellier Métropole. Comme je l'évoquais un petit peu en aparté, en intro, là, pendant que les gens se connectaient, cette session là, qui était vraiment un focus sur les aides financières 2021 en copropriété, à la base, on avait plutôt ciblé les professionnels, donc les syndics, les bureaux d'études, les maîtres d'œuvre, les entreprises qui interviennent en copro, type les façadiers, des gens comme ça, voilà, qui sont aussi des relais d'information auprès des copropriétés. On n'est pas très nombreux, hein, pour être franc, voilà, il y a une dizaine d'inscrits, il y a 6 participants. Deux des noms que je vois, là, je reconnais M. Ferrier, là, qui est dans le bureau d'études assez haut, là, qui est très actif sur la copropriété. Et si je ne dis pas de bêtises, Patricia, Martine, Annie, vous êtes dans des conseils syndicaux. Voilà, donc c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure en aparté. S'il y avait beaucoup de monde sur cette session, on aurait plutôt recentré vraiment sur les pros. Là, on n'est pas très nombreux. Donc, ce que je vais faire, ce qu'on ne fait pas d'habitude, je vous propose, vous pouvez réactiver vos micros. Comme ça, vous pouvez interagir directement. Je pense que ce sera beaucoup plus vivant vu qu'on est un petit groupe là. On va se donner un timing voilà, d'1 heure, comme c'était prévu, de 18h à 19h. Donc, peut-être, notamment pour les conseils syndicaux, vous aurez peut-être, comment dirais-je, peut-être des besoins de compléments. Je pense par le Belvédère, là, il y a un projet un peu conséquent. Là, il faudra décanter un peu tout ça. Donc, vous êtes déjà en contact avec nous. Donc on pourra revenir vers vous avec plaisir. Et voilà, donc on va faire un peu le panorama de tout ça. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien l'écran qui est partagé là, si c'est bon pour vous? Moi, vous êtes dans un coin. Vous occupez pas tout l'écran. D'accord, mais est-ce que vous voyez la présentation? Oui, l'entend, oui. Alors, vous entendez, mais est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous voyez le PowerPoint avec un... Oui, on la voit très bien. Oui, oui. Parfait. Par contre, moi, j'entends très mal et j'arrive pas. Alors, je fais ce que je peux au niveau du son. J'ai un collègue dans le bureau, donc on va faire très attention à pas essayer de ne pas faire de bruit parasite. N'hésitez pas, du coup, voilà, à intervenir, donc, soit à l'oral directement. Je dis, on a un petit groupe, donc on se respecte entre nous. On n'hurle pas dans les micros, c'est normal. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas comme vous voulez. Est-ce que c'est bon au niveau du son maintenant? Vous entendez? Vous pouvez me faire un retour là-dessus? C'est OK pour vous ou pas? Oui. Oui, mais bon, OK. articulez bien, s'il vous plaît. Je vais essayer d'articuler Oui. au mieux, ça marche. OK, donc l'idée ce soir, on va dérouler. Donc un petit rappel sur le fonctionnement du webinaire pour ces outils Zoom, là, donc on a beaucoup l'habitude d'utiliser, mais pas forcément tout le monde. Un petit rappel sur le cadre général des projets. Un projet en copropriété, c'est un vrai cheminement avec des étapes qui sont bien marquées, qui sont un peu théoriques, mais c'est bien de se le mettre un peu en tête. Et après, on regardera donc les aides financières. On va vraiment faire un focus sur les aides collectives, donc plutôt au niveau du syndicat des copropriétaires. Et puis après, si vous avez, en fonction de vos questions, on ira piocher un peu dans les aides individuelles, voir les solutions de prêt. Alors, au niveau du fonctionnement du webinaire, de base, c'est ce que je disais, quand on est très nombreux, on coupe les micros et les caméras de tout le monde pour éviter les confusions. Là, un petit peu exceptionnellement, donc n'hésitez pas si vous voulez intervenir, vous pouvez ouvrir vos micros vous-même. S'il y a trop de bruit, je pourrais les couper, mais là, on n'est pas nombreux, donc je vous le redis, il n'y a pas de souci. Voilà, vous avez le petit chat là, qui est à côté de participants, converser. Donc là, moi, je vois aussi, il y a PE48 qui a mis tout fonctionne de mon côté. Donc voilà, on peut interagir comme ça. Donc si vous avez des questions là-dedans, soit vous les posez à l'oral, soit vous les posez par écrit là. Voilà, le diaporama, de toute façon, on met tout en ligne sur nos pages internet ensuite. On a vos coordonnées mail, donc on vous enverra tout ça dans les jours qui viennent. Bienveillance et courtoisie, et ça, vous êtes aussi bien parti. Voilà, un petit rappel à l'ALEC, on est une structure associative, on est missionné par la métropole de Montpellier, entre autres, avec des financements publics, la région, l'ADEME. Voilà, vraiment, je fais très rapide. On est là, nous, pour apporter, mettre de l'huile un peu dans les rouages au niveau des projets de rénovation énergétique. On travaille avec les collectivités, on travaille avec les maisons, enfin, les gens qui sont en logement individuel, en appartement ou en maison, avec les copropriétés, comme ce soir, les bâtiments publics, les bâtiments scolaires. Notre territoire d'intervention, c'est la métropole de Montpellier, on travaille pas au-delà. Et puis, on fait différentes actions. Ça veut des conseils personnalisés, des visites, comme vous avez en bas à droite, là, la petite photo. Ça, c'est une visite d'une copropriété qui a été isolée par l'extérieur. Vous voyez, on fait des retours d'expérience comme ça pour que ça bénéficie à d'autres personnes, d'autres travaux avec les communes, avec les scolaires, par exemple. Hop. Un autre champ de compétences, c'est tout ce qui est économie d'eau, économie d'énergie, énergie renouvelable et toutes les aides financières associées à tout ça. Tac. Alors, directement, donc, le cadre général des projets, donc on rentre dans le vif du sujet. Donc, la chronologie un petit peu idéale.
bien sûr. Vous avez ici donc, du premier stade qui est, je dirais, l'information préalable sur un projet. Tiens, c'est quoi la rénovation énergétique? C'est quoi un peu les aides? On voit un peu où on met les pieds, entre guillemets, jusqu'aux travaux. Bon, ben, on va dire, théoriquement, ça passerait, si on suit un peu toutes les étapes, par 3 assemblées générales, 1, 2, 3. On va dire, première étape, on prend de l'information sur le sujet, on voit un peu où on va. Il y aurait théoriquement une première assemblée générale qui peut voter, par exemple, un audit énergétique qui va permettre en fait, de définir, donc c'est vraiment un diagnostic, qui va permettre de définir je dirais, des scénarios de travaux, de les chiffrer, de voir l'impact en termes de consommation énergétique, de se situer. À partir de là, on a des estimatifs de coûts de travaux, on voit quel gain énergétique on peut avoir avec ces travaux-là, et on peut déjà faire une première simulation financière, alors qui est un peu grossière, qui est à la grosse maille, mais déjà, ça permet de voir un petit peu où on va. En fonction de ça, si ça paraît toujours pertinent, eh bien, Assemblée générale qui suit, on met au vote une proposition de maîtrise d'œuvre, avec un devis de maîtrise d'œuvre, pour dire, voilà, maintenant qu'on a vu à peu près le scénario de travaux qu'on voulait faire, on va demander à un maître d'œuvre, donc un professionnel qui va venir, qui va faire un cahier des charges, vraiment, qui va diagnostiquer la copropriété sous un angle technique et qui va faire un cahier des charges en fonction des types de travaux qu'on souhaite pour aboutir ensuite à des devis de travaux, des vrais. Donc, une fois qu'on a les devis de travaux, avec des vrais prix, entre guillemets, on peut simuler plus finement les aides financières. Et avec tout ça, les aides financières sont simulées, donc on sait, on peut présenter en assemblée générale l'aspect global et puis l'aspect individuel. Les gens savent à quel code-part, quel va être le montant de leur code-part et quelles aides financières ils auront en face, à titre individuel et collectif. Et puis, on a le montant des travaux et des vrais devis d'entreprise, parce que le maître d'œuvre aura travaillé. Et ensuite, donc, si tout se passe bien, hop, l'AG vote les travaux et les travaux sont faits. Parce que, je résume là-dessus. Donc, info préalable, on vérifie tout ce qui est réglementaire. Est-ce qu'on est bien, est-ce que voilà, les questions d'audit, ce qu'on appelle les travaux embarqués, l'obligation d'isolation par l'extérieur, par exemple, en cas de ravalement de façade, tout ce qui est individualisation des frais de chauffage à partir de certains seuils de consommation collectifs. Voilà, donc, tout ça, on peut aussi personnaliser l'audit qu'on fera. Le diag est fait. Donc, lui, ce que je disais, il permet de se positionner par rapport aux obligations. Il donne des informations sur les gains de consommation qui sont atteints, avec différentes pardon, quelqu'un d'autre qui est dans la salle d'attente. Donc, l'audit permet de situer un petit peu donc, les gains de consommation. Donc, il y a ces grands seuils qu'on verra après en fonction des aides. 25% de gains énergétiques, 35%, 40%. En fonction de ces seuils-là, ça déclenche différentes aides. Voilà, on regarde aussi par rapport à l'étiquette d'énergie. Par exemple, est-ce qu'on sort des étiquettes très basses F ou G? Est-ce que la simulation de travaux permet d'atteindre des étiquettes un peu hautes, type A ou B? Voilà, ce genre de choses. Ça, c'était voilà, donc la chrono un peu générale. Donc, si on revient aussi sur le financement, on a le coût global des travaux. Donc là, ça peut être donné par le diagnostic et ensuite affiné par des devis de travaux. Suite à ces coûts de travaux, donc on va avoir des aides mobilisables, qui sont des aides collectives, qui, elles, entre guillemets, arrosent l'ensemble du syndicat de copropriété, en général, qui sont collectives et sont mobilisées par le syndic, qui s'occupe de tout ce qui est collectif. Donc là, c'est MaPrimeRénov' CoPro, des certificats d'économie d'énergie, on le verra par la suite, et la bonification CoproFragile, là, qui est associée à MaPrimeRénov'. Ça, on le verra ensuite. Tac. Ensuite, on regarde les aides individuelles qui peuvent éventuellement venir compléter les aides collectives. Alors, les aides individuelles, elles sont vraiment sous conditions de ressources. L'idée, c'est que les foyers les plus modestes, voire très modestes, aient des compléments d'aide parce qu'ils ont des revenus plus faibles. Et ensuite, on regarde tout ça. Donc, on aboutit à un reste à charge. On a le global, on a enlevé les aides collectives, on a enlevé potentiellement les aides individuelles. On a un reste à charge qu'il faut financer. Alors, soit il y a plein d'argent, mais c'est rarement le cas, on le finance directement. Soit ça passe plus classiquement par un appel de fonds. Voilà. Mais l'appel de fonds veut dire vraiment d'anticiper beaucoup. Une solution qui peut être intéressante en copropriété, c'est les prêts collectifs. Donc, les prêts collectifs, c'est l'éco-prêt à taux zéro, par exemple, tel qu'il est proposé par l'État, toujours très opérationnel. Il y a un nouveau prêt là, qui est proposé par la région, qui s'appelle Rénov' Occitanie, qui peut être intéressant, mais qui... on va voir dans le détail après. Et du coup, voilà, alors c'est vrai que là, on le présentait comme ça, le reste à charge à financer. Attention, souvent, tout ce qui est subvention, qu'elle soit collective ou individuelle, elle tombe, entre guillemets, à la fin des travaux, sur justificatif de travaux. Ce qui fait qu'en général,
le prêt collectif, s'il y en a un, il va servir d'abord à financer le global, et puis on va le rembourser de façon plus ou moins anticipée quand les aides publiques, notamment, vont tomber au fur et à mesure de l'avancée du projet. Et en général, elles tombent pour la majorité à la fin du projet sur présentation des factures. Voilà un petit peu pour la théorie de tout ça. Alors, on rentre vraiment dans le vif du sujet sur les aides collectives, on l'a évoqué. Donc, il y a deux aides principalement. Hein, c'est MaPrimeRénov' CoPro, c'est vraiment la grosse nouveauté qu'on a vu apparaître l'an dernier, qui vraiment maintenant est la seule aide collective vraiment costaud, entre guillemets, pour les copropriétés. Et puis, en complément, on a les certificats d'économie d'énergie. Donc, en premier lieu, on va regarder ce qu'on appelle l'arbre décisionnel. Alors, ne prenez pas peur. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Là aussi, je donne votre retour, soit dans le chat, soit à l'oral. Est-ce que vous voyez à peu près bien là, ce petit tableau que je vais vous présenter? Est-ce qu'on va s'attarder un petit peu là-dessus? Et je pense qu'on va pouvoir avoir des échanges. C'est bon pour vous? Je continue? Oui, c'est bon. Bon, super. OK. Ouais. Alors, l'orientation que prennent en tout cas les politiques publiques pour cette année 2021, ce qu'on sentait un peu arriver déjà les années précédentes, c'est vraiment l'orientation vers la rénovation globale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la rénovation globale? Ça veut dire qu'en fait, les seuils de gains énergétiques générés par les travaux sont assez ambitieux, entre guillemets, et on va voir qu'il y a vraiment une différence si on est dans les seuils ou si on est en dessous. Le seuil principal, ce que je vous pointe là avec la souris, c'est en fait 35% de gains énergétiques. Donc, lui, vraiment, c'est un peu la référence qu'il faut avoir à l'esprit maintenant. C'est est-ce que le scénario de travaux, les travaux que j'imagine, aboutissent théoriquement au départ à 35% de gain énergétique ou pas. On va prendre le cas de figure qui part à droite là. Imaginons que non, les travaux n'atteignent pas 35%. Je vais prendre un exemple, un cas de figure très courant, une copropriété qui a des fuites en toiture, un toit terrasse, copro des années 70 par exemple, 60-70. Le toit terrasse a été refait dans les années 80. On arrive là maintenant en 2020, 2021. Il y a des défauts d'étanchéité, il faut le reprendre. Très bonne occasion d'aller mettre de l'isolation à l'occasion d'une réflexion d'étanchéité. Par contre, clairement, dans une copropriété, refaire l'étanchéité, en tout cas refaire l'isolation d'un toit terrasse, même s'il n'y a pas d'isolation du tout avant, on n'est pas comme dans une maison individuelle où il y a des fortes déperditions par la toiture, par le jeu des surfaces. En copropriété, il y a un effet d'empilement, entre guillemets, de compacité et en hauteur, ce qui fait que finalement la surface déperditive, donc la surface qui perd de l'énergie de la toiture, ramenée à l'ensemble de la surface d'un bâtiment type immeuble, elle n'est pas énorme, quoi. Ce qui fait que, voilà, si je prends cet exemple-là de l'isolation de la toiture, ça va amener un gain peut-être de 10-15% globalement sur les consommations générales de la copropriété. Donc là, 35%, avec une simple isolation de toiture, on n'y sera pas. Donc, dans ce cas de figure-là, non. Alors, on tombe là-dedans ensuite, cet autre cas de figure. Est-ce que la copropriété est située dans ce qu'on appelle dans le jargon un QPV, dans un QPV? QPV, c'est les quartiers prioritaires de la ville. Donc ça, c'est défini par la métropole, par la ville de Montpellier notamment. Il y a certains quartiers, dans la présentation, là, vous avez un lien pour vérifier. Donc, clairement, c'est des quartiers, entre guillemets, sociaux, quoi, voilà, où il faut réinjecter un peu d'argent public, des choses comme ça, pour tirer un peu le quartier vers le haut, des quartiers qui, des fois, qui glissent un petit peu. Voilà, donc, il y a quelques petites zones dans les villes, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi on fait cette différence-là? Parce que, du coup, si on a des travaux qui sont, entre guillemets, pas ambitieux, en tout cas, qui ne vont pas amener un gain énergétique très fort, eh ben, la seule aide collective qu'on va pouvoir récupérer, c'est ce qu'on appelle donc les certificats d'économie d'énergie. Et alors, si vous êtes ou pas en quartier prioritaire de la ville, si vous êtes en quartier prioritaire de la ville, ces certificats d'économie d'énergie sont bonifiés, vous allez toucher un peu plus. Si vous n'êtes pas dans ces quartiers-là, et je vous dis, c'est vraiment des zones très restreintes, on va être dans ce qu'on appelle le certificat d'économie d'énergie, entre guillemets, classique, de base. J'ai la question de PE48 là. Est-ce que Diamap sera envoyé? Donc oui, effectivement, on a les éléments qui sont en ligne, une synthèse notamment. Je vous renverrai vers ça et on vous renverra par mail dans tous les cas les supports dans les jours qui viennent. Donc voilà. Donc là, c'est quelque chose à bien imprimer entre guillemets pour tout le monde. C'est qu'à partir de maintenant, même une copropriété, par exemple, je prends un autre exemple, qui ferait une isolation thermique par l'extérieur, qui est quand même pas courant en termes de travaux, c'est quand même un gros chantier, enfin, ça ne se fait pas tous les jours, voilà, il ne s'en fait pas à tous les coins de rue. Une isolation thermique par l'extérieur,
ce n'est pas dit qu'elle amène 35% de gain énergétique à l'échelle du bâtiment, à l'échelle de la copropriété. Couramment, nous, dans les retours d'audit qu'on peut voir, peut-être M. Ferrier pourrait nous confirmer, les ITE, isolation thermique par l'extérieur, elles vont amener des gains énergétiques qui vont être entre 20 et 30% quoi, dans ces eaux-là. Une fourchette, il peut y avoir des cas de figure où ça va être plus. Mais souvent, ce n'est pas l'isolation thermique par l'extérieur seule qui va amener le gain énergétique de 35%. Donc voilà, je vous dis ça aussi pour vous figurer que il y a quelques années, arriver à faire voter une ITE, c'était déjà une petite victoire, entre guillemets. Et bien là, il va falloir aller chercher un peu plus. Voilà. Donc, OK. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que c'est qu'un les certificats d'économie d'énergie? Ou est-ce qu'il faut revenir dessus? Vous pouvez revenir. Vous pouvez revenir dessus. Alors du coup, je vais directement zoomer sur, voilà, sur une autre slide. Donc, ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie, en fait, ça correspond, pardon, c'est ça, voilà. C'est, alors, pour vous résumer et faire très court, en gros, l'État impose des quotas d'économie d'énergie aux fournisseurs d'énergie, ce qu'on appelle les obligés. C'est une vieille diapo, mais voilà, il y a Total, Leclerc parce qu'ils vendent du carburant, il y a plein d'acteurs comme ça, bien sûr EDF qui est un des gros acteurs, voilà, tous ces gens-là. Gaz de France, c'est l'ancien nom. Voilà. Donc effectivement, eux, ils ont des quotas d'économie d'énergie à faire. Et si vous voulez, eux, s'ils n'atteignent pas leurs quotas, l'État leur donne des amendes. Donc plutôt que payer des amendes, ils préfèrent en fait aider financièrement les travaux d'amélioration énergétique pour éviter les amendes, pour faire très simple. Voilà. Donc ils cofinancent les travaux d'économie d'énergie. Donc comment ça marche pour les travaux collectifs en copropriété? Donc déjà, on va regarder les critères techniques, parce que les certificats d'économie d'énergie sont adossés à ce qu'on appelle des fiches standardisées, des fiches C2E, qui définissent certains types de travaux, par exemple une isolation par l'extérieur, il y a telle résistance thermique, tel type d'isolant qui va être utilisé, tel type d'entreprise, voilà, il y a tout ça qu'il faut vérifier avant. Si tout ça est OK, à ce moment-là, on peut se mettre en recherche, entre guillemets, de certificats d'économie d'énergie, donc de ces primes, de ces montants de primes. Alors ça, c'est vraiment important, on l'a souligné ici, c'est la négociation avant la signature du devis de travaux collectifs. En gros, si vous signez le devis et qu'après vous allez voir EDF ou Auchan, je ne sais pas qui, pour négocier les certificats d'économie d'énergie, ils vous diront, mais là, vous avez déjà signé, vous avez déjà engagé, nous, on ne va pas avoir un rôle incitateur. Donc, il faut qu'il y ait un rôle incitateur de l'obligé et que par sa prime qu'il va vous donner, ça vous incite à signer le devis. Alors, bon, entre nous, c'est un peu grossier comme la façon de l'amener, mais voilà, en gros, il faut vraiment pas il faut vraiment ces démarches de regarder un petit peu ces aides-là. Il ne faut surtout pas signer de devis avant. Il faut s'y prendre un peu avant, il faut l'avoir en tête, quoi. Voilà. Pardon, je fais une parenthèse. Je vois que M. Ferrier du bureau d'études de la CO l'a confirmé entre 20 et 35% en moyenne pour une isolation extérieure. Vous voyez qu'une ITE, une isolation extérieure seule, ce n'est pas une garantie d'aller chercher 35%. Souvent, il faudra compléter avec d'autres travaux. Je reviens sur mes histoires de certificats d'économie d'énergie. Donc là, donc il y a plusieurs cas de figure en copropriété. Ça peut être directement, des fois, il y a des entreprises qui sont, par exemple, n'importe quoi, un façadier qui fait de l'isolation par l'extérieur. Il a un contrat éventuellement avec EDF en amont. Et en fait, donc directement, lui, il gère ça avec EDF. Et vous, directement sur le devis, il vous propose une moins-value au devis. Et là, le montant des certificats d'économie d'énergie est directement déduit du devis. Donc ça, c'est la solution la plus simple, parce que le syndic n'a pas à courir après 36 enfin, il n'a pas à comparer 36 opérateurs différents, il a directement son prix, et puis on n'a pas à avancer l'argent non plus. Ça, c'est pas mal. Par contre, en général, quand c'est déduit directement du devis, on constate que ce n'est pas forcément là où on a le meilleur niveau d'aide. Voilà. Parce que l'entreprise peut prendre un petit peu de marge dessus, des choses comme ça. Ça peut être auprès d'un obligé, donc directement avec EDF, avec Engie, avec les fournisseurs d'énergie divers et variés. Il n'y a aucun lien, il n'y a pas de rapport entre la copro, c'est EDF qui l'a fourni en électricité, ce n'est pas obligé d'aller chercher des certificats auprès d'EDF. Ça peut être n'importe quel opérateur, n'importe quel fournisseur d'énergie. Il y a des comparateurs, on vous en a mis un là, il y en a plein qui existent en ligne. Lui, c'est nr-pro.fr. Vous rentrez en quelques clics à peu près les définitions du projet, la surface, où est-ce que vous vous situez en France, des choses comme ça, et ça vous donne des ordres de grandeur. Voilà. Et il existe aussi des intermédiaires qui sont en fait des sortes de courtiers ou des négociateurs
quand on est sur des projets qui sont un peu conséquents, que c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros de certificats d'économie d'énergie, c'est un peu comme un courtier, hein, ça peut être intéressant que lui fasse ce travail entre guillemets à votre place, d'aller regarder 5-6 structures et puis de vous ramener des offres en disant voilà les gens que j'ai sollicités, un peu comme un courtier entre guillemets pour une banque. Bien sûr, lui se rémunère sur le montant, mais c'est quelques pourcents. Voilà pour ça, donc c'est une option. En termes de montant, pour vous donner un ordre de grandeur, une isolation de toiture, on va être entre 4 et 6 euros par mètre carré isolé. Une isolation, alors pour un coût de travaux qui va être autour d'une centaine d'euros en toiture de grandeur, vous voyez, donc c'est quelques pourcents. Pour l'isolation de murs par l'extérieur, on est autour de 15 euros par mètre carré là, de certificat d'économie d'énergie pour une isolation par l'extérieur. Quand c'est des chantiers qui vont coûter, l'ordre de grandeur aussi, on est autour d'une centaine d'euros de mètre carré. Donc, c'est un peu mieux aidé pour l'isolation extérieure, par exemple, on est autour de 15% du coup. Voilà. Donc, ça, clairement, ce n'est pas une aide, il ne faut pas la négliger, ça vaut le coup d'aller la récupérer. Donc, s'il y a plusieurs travaux, s'il y a isolation du toit, isolation des façades, par exemple, on peut aller chercher les C2E sur l'isolation du toit, les C2E sur l'isolation des façades. On peut les cumuler entre eux. Une précision aussi, c'est pas mal, ça on le rajoute souvent, c'est pas mal qu'en Assemblée générale, le jour où on vote les travaux, c'est de mettre aussi une résolution qui dit qui est-ce qui négocie ces fameux certificats. Parce que par défaut, c'est le syndic qui va gérer tout ce qui est collectif. Mais on a vu des cas de figure où le syndic, c'est un métier, enfin c'est un métier. Il ne va pas s'embêter, lui, à aller voir 36 acteurs différents pour avoir 36 propositions. Et puis, il en a vu 2-3, il prend la meilleure, le montant le plus intéressant. Et puis, il y a un conseiller syndical qui a passé sa nuit sur Internet à chercher en parallèle et qui, lui, va dégoter une offre à 300 euros de plus, quoi. Et donc, super, mais il fallait dire avant qui cherchait quoi, qui mobilisait ces aides-là. Donc, autant le préciser. Alors, par défaut, on met le syndic. Ça peut être le mandat donné au conseil syndical pour aller négocier et trouver la meilleure offre C2E. Voilà. Donc là, des contacts de structures qui proposent la valorisation des C2E. Là, la région est en train de rentrer dans le dispositif aussi. Donc, c'est aussi des acteurs qui peuvent être vraiment intéressants de mobiliser. Donc voilà, je finis sur les certificats d'économie d'énergie pour revenir sur ma petite clé dichotomique. Là. Voilà, je pense que la demi-heure qui nous reste, là, c'est vraiment une discussion autour de ça. Donc, vous voyez, petits travaux, pas très ambitieux, entre guillemets, pour résumer, pouf, il n'y a que les certificats d'économie d'énergie. Qu'est-ce qui se passe maintenant, quand on revient ici à 35%, si on est au-delà de 35%? On a fait un projet de travaux un peu conséquent, entre guillemets. Donc, en général, ça passe quasiment toujours par une isolation par l'extérieur, plus autre chose, plus le toit, plus le plancher bas, plus peut-être un changement de chaudière, ce genre de choses. On va regarder le taux d'impayé de la copropriété sur l'année administrative N-2. Voilà, donc on regarde le taux d'impayé. Si ce taux d'impayé il est supérieur à 8%, alors c'est entre guillemets pas bon signe pour la copro, donc ça veut dire qu'il y a la gestion, qu'il y a des impayés, donc c'est une copro qui est considérée entre guillemets par les pouvoirs publics comme fragile, c'est le terme qui est employé, qui pour dire que la copro elle glisse un petit peu et que si elle les a payés, c'est peut-être lié à des charges trop élevées en chauffage et autres. Typiquement, les copros des années 60, les charges sont plus élevées sur le chauffage que les copros récentes, c'est normal. Et donc voilà. Donc là, on va prendre tout de suite ce cas de figure-là. Si on est au-delà de 8% d'impayés, en fait, ça va déclencher, je vais tout en bas, si vous voyez ma souris, une petite prime supplémentaire là, qui s'appelle la prime copro fragile, qui est une prime de 3 000 € par logement. Donc c'est assez conséquent, c'est assez intéressant, mais voilà, c'est réservé ça aux copropriétés qui sont en train un peu de glisser entre guillemets au niveau de leurs impayés. Si la copro se porte bien entre guillemets et qu'elle est saine au niveau financier, donc le taux d'impayé qui reste sous les 8%, on va regarder ici, donc on part sur le nom, on regarde est-ce que c'est une copropriété qui, en termes d'étiquette énergie, vous savez, c'est l'image du DPE, les étiquettes comme pour les voitures, l'électroménager, les frigos, les ampoules, les appareils, les pneus, les logements, bien sûr. Vous avez donc les étiquettes qui vont de A à G. Si les travaux permettent de sortir d'une étiquette F ou G, hop, je passe à ci, oui, on a un petit bonus. Si en plus de ça, alors là c'est la totale, si on part d'une étiquette qui est très très basse, qui est F ou G, et si on arrive à une étiquette très haute, quand on dit BBC, ça correspond aux étiquettes A ou B, en termes de, vous savez, l'étiquette énergie toujours. Donc si on se retrouve dans l'étiquette A ou B, et bien à ce moment-là, hop, on complète. Donc on a l'aide globale, ma prime rénov copropriété, qui on va dire qui arrive à partir du moment où on a plus de 35%. On a ici ce qu'on appelle la prime passoire thermique.
qui correspond à la sortie des étiquettes FOG. Voilà, on sort la copropriété entre guillemets d'étiquette très très basse, donc il y a une petite prime pour ça. C'est une prime de 500 € par logement. Si on atteint la basse consommation, on a une prime qui s'appelle la prime BBC, qui est une prime de 500 € aussi par logement. Donc, dans ce cas de figure-là, on aurait 500 € pour la sortie de passoire, 500 € en plus pour l'atteinte d'une étiquette A ou B par logement. Donc, s'il y a 100 logements, ce serait 500 plus 500, ça fait 1 000 € fois, mettons, 100 logements. Hop, il y a 10 000 € 10 000 € qui tombent. Donc, 100 000 € qui tombent sur un projet comme ça. La question, est-ce que ça concerne les étiquettes d'émissions de CO2? Alors non, le côté émissions de CO2 n'est pas regardé, entre guillemets, n'est pas concerné. Il va l'être uniquement pour ceux-ci-là, les certificats d'économie d'énergie. On va vous expliquer ce que c'était que les certificats d'économie d'énergie. Donc, ce que je vous ai présenté en certificat d'économie d'énergie, c'est ce qu'on appelle les certificats poste par poste. J'ai pris l'exemple d'une isolation de toiture, j'ai pris l'exemple d'une isolation de façade. Donc, à chaque fois, associé à ces travaux-là, à chaque poste de travaux, il y a une aide certificat d'économie d'énergie qui peut être apportée. Il y a aussi une version, ce qu'on appelle C2E global, où en fait, on ne considère plus poste par poste les certificats. On va regarder en fait globalement l'atteinte d'un gain énergétique d'au moins 35%. Vous voyez, on revient toujours à ce 35%. Et là, ça déclenche une aide qui est globale à l'échelle de la copropriété, mais toujours sous forme de certificat d'économie d'énergie. Voilà. Et là, alors pour revenir à votre question, la question de Fifi, est-ce que ça concerne les émissions de CO2? Donc là, en gros, il ne faut pas que les émissions de CO2 aient, entre guillemets, augmenté suite aux travaux des rénovations énergétiques projetées. Bon, vous allez me dire, en général, si on baisse les consommations d'énergie, il n'y a pas de raison que les émissions de gaz à effet de serre augmentent. En général, elles sont proportionnelles au niveau de consommation. Et après, ça peut être le fait de changer d'énergie. Je prends un exemple, pas très juste, mais imaginons, pour vous fixer les idées, on serait avec une copropriété qui serait chauffée toute électrique, je dis n'importe quoi, et on basculerait, on fait des travaux d'amélioration énergétique, mais en plus, on bascule sur un chauffage gaz pour tout le monde, un chauffage gaz collectif. Il est évident que le gaz émet plus de CO2 que l'électrique, et il faudrait que le gain énergétique compense la surémission de CO2 si on allait mettre une chaudière collective gaz, par exemple. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais voilà, rassurez-vous, par vis-à-vis des CO2, c'est un critère qui n'est pas bloquant pour 90% du temps dans les projets. Donc, ce tableau-là, vraiment, j'y reviens un petit peu, c'est vraiment le plus important, je dirais, à regarder quand on est confronté à un projet. Donc, voilà, d'où l'importance, tout à l'heure, on rappelait donc, des phases de diagnostic en amont d'une réflexion de projet. Si la copropriété n'a pas fait d'audit énergétique, n'a pas fait de diagnostic thermique des bâtiments, eh ben, on ne sait pas où on se situe, tel travaux, quels gains énergétiques ils vont apporter. Et donc, on est incapable de dire dans quelle case on se situe et donc quelles aides financières ça peut déclencher. D'où l'importance du diagnostic amont. Alors, pour les copropriétés qui sont en chauffage collectif, toutes les copropriétés en chauffage collectif, elles ont une obligation réglementaire d'avoir une étude énergétique qui soit à minima un DPE collectif, donc qui ressemble au DPE individuel qu'on a pour les appartements. Bon, ce n'est pas très touffu, hein, c'est 4-5 pages qui vont donner l'étiquette énergie de la copropriété vue comme une très grosse maison, si vous voulez, un ensemble groupé, ce n'est pas du tout du détail. Voilà, ça coûte entre une fourchette très très large, entre 500 et 3 000 € en fonction un peu de la taille de la copropriété. Et avec un DPE collectif, on n'a pas trop d'infos, on a juste là où on se situe, le niveau de consommation, le niveau de l'étiquette énergie qu'on a, et quelques préconisations pour améliorer les choses. Il n'y a pas de scénario de travaux, c'est un peu que pour faire l'analogie avec une carte routière, vous avez une carte, vous savez où vous êtes. Voilà, vous n'êtes pas Montpellier, vous êtes sur la carte. Par contre, si vous voulez aller à Perpignan, ce n'est pas le DPE collectif qui vous le dira. Il faudra plutôt passer par un audit qui, lui, va vous donner le chemin pour aller soit à Perpignan, soit à Barcelone, si pour faire l'analogie avec les gains énergétiques. Et plus vous allez loin, il va lister les travaux nécessaires pour aller chercher tel ou tel niveau de gain énergétique, avec une estimation de coût de travaux, une estimation de la faisabilité aussi, parce que parfois, ce n'est pas possible pour des questions techniques ou architecturales. Et voilà. Donc, je reviens à ce que je disais sur l'obligation. Si vous êtes en copropriété avec un chauffage collectif,
toutes les copros de moins de 50 lots, donc les petites copropriétés entre guillemets, elles ont en théorie l'obligation d'avoir un DPE collectif à minima. Donc, elles ont déjà quand même une idée de là où elles partent. Donc là, on peut reprendre contact avec l'entreprise qui a fait le diagnostic pour leur dire, ben voilà, on sait où on est, mais maintenant, est-ce que vous pouvez nous faire un complément à votre diagnostic pour dire, voilà, on envisage tel travaux, listez-nous ces travaux-là et faites mouliner votre outil logiciel pour donner le gain énergétique que ferait tel ou tel scénario de travaux qu'on imagine. Ça, c'est mieux que rien, on a déjà ces éléments-là. Le mieux, c'est quand même un audit énergétique qui est quand même beaucoup plus complet, qui va quand même beaucoup plus loin dans l'analyse et qui, lui, donc, est obligatoire pour les copropriétés en chauffage collectif qui sont au-delà de 50 lots. Donc là, l'obligation, maintenant, elle est passée. C'était, j'ai un trou de mémoire, ça devait être fin 2019, je crois, la fin de l'obligation. Donc, théoriquement, toutes les copros en collectif, elles ont au moins ou un diag DPE collectif ou un audit, je me redis. Donc là, on peut déjà partir de ces éléments-là. Après, nous, ça nous arrive souvent. Là, j'ai un cas de figure l'autre jour de copropriété. L'audit énergétique avait fait un scénario de travaux, mais on s'est rendu compte qu'il manquait un poste de travaux. C'était l'isolation du toit qui, à l'époque, n'avait pas été considérée. Mais depuis que l'audit a été fait depuis 3-4 ans, en fait, il y a des fuites récurrentes qui sont arrivées. Et donc, du coup, les copropriétaires ont dit, là, il faut qu'on mette ça dans un scénario de travaux. Et donc, on a recontacté le bureau d'études qui a repris l'étude. Il y a une petite rallonge financière, mais qui était modique, parce qu'ils n'ont pas dû revenir sur la copro et pas reprendre tous les métrés, toutes les surfaces de déperditive et compagnie. Donc, ils ont pu préciser, en fait, intégrer un nouveau scénario et puis donner une estimation de coût de travaux et puis une estimation du gain énergétique engendré par ces travaux-là. Là, on a évoqué les copros donc, qui sont en chauffage collectif, avec ces diags obligatoires. Pour les copros qui sont en chauffage individuel, eh ben, elles ne sont pas concernées, elles ne sont toujours pas concernées par une obligation d'audit. Donc, les copros en chauffage individuel, eh bien, clairement, il y a une première étape, je dirais, qui va être un peu, vous comprenez, un peu nécessaire là, c'est que s'il y a un projet de travaux qui arrive, eh bien, ce serait intéressant d'avoir au préalable un audit énergétique qui va vraiment définir déjà le niveau de départ, où est-ce qu'on se situe, donc c'est cette fameuse carte, OK, à Montpellier, et on veut aller, je reprends mon image sur la carte là, on veut aller à Perpignan, on veut aller à Barcelone, on veut chercher à atteindre 25%, 35% ou 40% de gain énergétique, et bien on regarde en face quel scénario de travaux permet d'atteindre ces gains énergétiques-là. Et là, le bureau d'études chiffre l'estimation des coûts de travaux, et puis donc, on a le gain. Donc, avec tout ça, c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'avancée un peu théorique d'un projet en copropriété, avec déjà un rendu d'audit, on sait déjà à peu près combien ça va coûter, les gains énergétiques, donc les aides financières qui sont en face. Et déjà, donc nous, au niveau de la LEC, par exemple, on peut déjà vous simuler, les bureaux d'études le font déjà un petit peu aussi, bien sûr, dans leur audit, mais on peut donc vous aider à y voir plus clair un peu sur tout ça et à simuler déjà à la grosse louche ce que serait, donc sur un projet de travaux de rénovation un peu global, ce que seraient les aides financières collectives et individuelles, mais sans rentrer trop dans le détail. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Que l'heure tourne ou pas. Voilà, donc ça, c'est le document que je vous montre là. Je n'ai pas de réponse, donc je considère que c'est OK. On va faire un petit focus. Je veux bien poser une question. Allez-y, je vous en prie. Oui. Il y a une obligation donc d'audit et encore pour ceux qui ont le chauffage collectif, mais est-ce qu'il y a obligation de travaux de rénovation énergétique dès l'instant où il y a des travaux de fait, que ce soit le toit, la façade, etc. Alors, effectivement, il y a ce qu'on appelle dans le jargon les travaux embarqués ou l'obligation d'isolation. Effectivement, à partir du moment où on va refaire l'étanchéité d'une toiture, à partir du moment, c'est plus de 50% de la surface, mais c'est rare qu'on fasse 40% de la surface d'une toiture. Vous voyez, en général, quand on fait l'isolation de la toiture, on refait tout d'un bloc, donc 100% de la surface. Donc, à partir du moment où on refait l'étanchéité d'une toiture, et à partir du moment où on refait le ravalement de façade d'une copropriété, il y a une obligation d'insuffler en fait, de la performance énergétique à l'occasion de ces gros travaux. Ce n'est pas idiot, parce qu'on sait bien que si on fait le ravalement de façade, on repart pour 20 ans, et si on ne met pas d'isolant, entre guillemets, c'est cuit. On ne va pas demander à les copropriétaires 3-4 ans après avoir déboursé de l'argent pour faire un simple ravalement entre guillemets esthétique, de revenir pour remettre de l'isolant dessus. C'est normal, quoi. Donc, effectivement, l'État, là, pour le coup, a
a mis ça en place. Donc, il y a cette obligation qui est régie par des textes. Il y a tout un document de l'ADEME qui est une grosse synthèse là-dessus, qui est très bien faite. Je me note que je vous enverrai un document de l'ADEME sur l'obligation. On vous le mettra dans les mails en retour. Voilà, donc à partir de moment, en gros, avant, si vous voulez, par exemple, typiquement pour les ravalements de façade, hein, c'était le cas de figure le plus courant, on disait, bon, pourquoi pas l'ITE, voilà, peut-être. Parfois, le maître d'œuvre faisait une variante avec ITE, mais bon, souvent, forcément plus cher. Les gens voyaient ça, c'est plus cher, et laissaient tomber. Là, ça a renversé un petit peu le truc. C'est-à-dire que par défaut, vous faites un ravalement, il faut isoler. Et ensuite, si vous ne voulez pas isoler, il faut prouver, entre guillemets, que vous êtes dans un cas de figure, ce qu'on appellerait dérogatoire à l'obligation d'isolation. Il y a différents cas de figure dérogatoires à l'obligation d'isolation. Le premier cas de figure, c'est un cas de figure technique. Par exemple, je vais prendre un cas de figure un peu extrême, mais voilà, une copropriété qui serait en terre crue ou en pisé, voilà, des modes constructifs très anciens, voilà, qui sont sensibles à la migration de vapeur d'eau ou autre. Venir leur coller un isolant dessus, type polystyrène, bon, bah, clairement, ça va contrarier un petit peu le fonctionnement. Donc là, on pourra justifier avec une note technique, hein, par quelqu'un un homme de l'art, comme on dit, qui va pouvoir justifier que ça mettra en péril le bâtiment. Ça, c'est plutôt rare. Voilà, c'est un cas de figure qui est possible. Il y a un cas de figure qui est d'ordre urbanistique. Si vous êtes dans l'Écusson à Montpellier, c'est sûr que là, il y a des règles d'urbanisme patrimonial ou sur la place de la Comédie, hein, pour être plus flagrant encore, vous n'allez pas aller coller des plaques d'isolant sur les murs haussmanniens de la place de la Comédie. Voilà. Là, hop, donc dérogation dans ce cas de figure-là. Vous avez une autre dérogation qui est d'ordre architectural, mais pas liée à ces questions d'ordre urbanistique, quoi, de réglementation d'urbanisme. Donc, par exemple, vous avez, alors bon, c'est peut-être pas le bon truc, mais je donne cet exemple-là qui me vient à l'esprit, un bâtiment fait par Le Corbusier, qui est peut-être pas forcément classé ou autre, mais qui a un intérêt architectural. Vous pouvez présenter une note d'un architecte qui dit, mais là, venir mettre de l'isolant, ça va dénaturer la forme du bâtiment tel que voulu par l'architecte initialement, ou voilà, vraiment qu'il y a un argumentaire autour de ça. Et là, vous pouvez déroger du coup à l'obligation d'isolation. Et dernier point, c'est en fait l'aspect économique. En fait, si, alors, je vais essayer d'être précis, si le surcoût de l'isolation, on prend le coût de base qui serait le coût d'un ravalement, on regarde le surcoût qui est lié à l'isolation. On prend que ce surcoût, hein, pas le coût total de l'isolation, on prend que le surcoût par rapport à un ravalement classique. Si le surcoût, si le surinvestissement de l'isolation, une fois les aides financières déduites, si ce surcoût a un temps de retour supérieur à 10 ans, vous pouvez arguer de dire que ce n'est pas, entre guillemets, rentable et que du coup, vous pouvez vous exonérer de l'obligation. Si le surcoût de l'isolation, aide financière déduite, est sous les 10 ans, là, il n'y a plus de dérogation possible, entre guillemets, l'obligation s'applique. Alors, je vois la question, qui est compétent pour juger tout ça? Alors, c'est justement, qui est compétent? Si c'est les règles d'urbanisme, bon, c'est l'urbanisme, il n'y a même pas à justifier, entre guillemets, vous pouvez présenter le PLU ou le règlement d'urbanisme qui est associé à là où vous êtes en copropriété, si vous êtes concerné, et si vous êtes tranquille avec ça. Sur les questions techniques, quand un architecte peut venir dire que, alors sur les questions techniques ou architecturales, là, c'est un vrai sujet, parce que moi, je suis anti-isolation. Demain, je vais vous trouver un expert qui va dire, mais là, oui, c'est pas bien l'isolation. Ou je vais vous trouver un architecte du fin fond de je ne sais pas où qui va sortir de sa cave et je vais lui dire, mais regardez, dites-moi que architecturalement, ça va dénaturer mon bâtiment, et vous voyez, ce sera un argument pour dire qu'on ne faut pas le faire. Donc là, c'est un vrai sujet, entre nous, là, je parle librement, parce que, en fonction des projets, ça peut beaucoup discuter. Voilà. Sur l'aspect temps de retour sur investissement, du surinvestissement, donc aide déduite liée à l'isolation, et bien là, clairement, on revient à notre histoire de diagnostic initial. Si vous avez une perspective de ravalement et que vous faites un audit, et bien, demandez à l'auditeur, dans son cahier des charges, d'analyser ces questions-là. Et en fait, ça se présente face par face, donc façade par façade sur un bâtiment. Donc, vous avez par exemple un pignon, il n'y a aucune ouverture, où du coup, le surcoût de l'isolation ne sera pas forcément énorme par rapport à un ravalement, parce que l'entreprise arrive, elle pose ses plaques d'isolant, ça va vite, il n'y a pas de découpe, voilà, donc c'est un boulevard, entre guillemets, pour mettre de l'isolant. Donc, sur une face, un pignon aveugle, ça ne sera pas forcément très cher, trop cher,
Et donc là, le temps de retour sur investissement sera sans doute très faible. Enfin, le temps de retour sera oui, très faible, donc sous la barre des 10 ans. Par contre, une façade qui a plein de fenêtres, les entrées d'air dans tous les coins, plein de balcons, enfin, voilà, une façade très complexe. Là, ça veut dire beaucoup de découpes, des cols, des trucs. Voilà. Donc là, c'est plus cher en termes de coûts de travaux. Donc, on peut avoir le cas de figure sur un même bâtiment, des façades, certaines avec l'obligation de faire l'isolation, d'autres pas. Je ne sais pas si ça répond à la question, là, qui est compétent pour juger tout ça. Voilà, mais, Oui, oui. Voilà. Et si ça répond à votre question, vous-même, Patricia, là, vous disiez les obligations. Voilà. Il y a aussi un autre point aussi, c'est si votre balcon fait moins d'1 mètre en profondeur, c'est sûr que vous savez que les épaisseurs d'isolant qu'on vient rajouter sur les façades, on est de l'ordre de 14-15 cm. C'est quand même, voilà, pour que ce soit efficace, hein, c'est quand même assez conséquent. Donc c'est sûr que là, si on a un balcon qui n'est pas très profond, on vient lui grignoter entre guillemets 15 cm. Bon, ça va limiter un peu l'habitabilité, en tout cas l'usage du balcon. Et là, c'est un argument qui peut être dérogatoire aussi. Voilà pour ça. Ma prime rénov copropriété, là, parce qu'on entend beaucoup parler de ça, je vais vous présenter un petit peu dans le détail ce que c'est. Donc, la prime rénov copropriété, c'est un nouveau dispositif voilà, qui est apparu l'an dernier, qui est là cette année. Donc, pour qui? Donc, les bâtiments de plus de 15 ans, sauf que là, on va viser des copropriétés qui vont être déjà un petit peu de vécu. Il faut que plus de 75% des lots d'habitation soient occupés au titre de résidence principale. Donc, par exemple, ça ne va pas concerner les résidences de bord de mer, où ce serait que de la location. Voilà, il faut aussi que les lots, typiquement, la majorité des résidences, je pense à Montpellier, ils sont dans ce cas de figure-là, on n'est pas à la Grande Motte ou ailleurs. Bien sûr, il faut être en règle au niveau de l'immatriculation au registre national des copropriétés. Donc, pour faire quoi? Un programme de travaux, vous l'avez compris maintenant, pour faire 35% de gains énergétiques. Réalisé donc par des... alors, il faut que les professionnels, ça c'est une règle un petit peu à retenir pour tout le monde, là, pour toutes les différentes aides. En gros, dès qu'on a un projet de travaux, les professionnels, donc, notamment les entreprises qui vont intervenir pour faire les travaux, il faut qu'elles soient ce qu'on appelle RGE, donc reconnues garants de l'environnement. C'est référencé au niveau national, c'est des entreprises qui sont engagées dans la performance énergétique, on fait des formations spécifiques. Voilà, ça n'empêche pas de vérifier les devis et tout, hein, bien entendu, mais voilà, il faut des entreprises qui soient RGE, avec un certificat RGE en validité. Ça, on peut vous aider, il y a des listings qu'on peut donner là-dessus, on peut vous donner ces références-là. Et le petit complément qu'il y a ici, c'est qu'à partir de... si on va aller chercher l'aide, la prime rénov copropriété, il faut être accompagné en plus par une AMO, une assistance à maîtrise d'ouvrage. On va le voir derrière. Un point important, si la copropriété va chercher cette aide-là, c'est une aide qui va tomber, qui va arroser entre guillemets le syndicat des copropriétaires, donc qui va bénéficier à tous les logements, qu'on soit bailleur ou occupant. D'accord. Alors, cette fameuse mission d'AMO, là, qui est obligatoire, vous voyez, qui est associée vraiment à la prime rénov. En fait, cette mission d'AMO, là, l'État l'a voulu, notamment pour des copropriétés qui seraient vraiment au stade zéro, entre guillemets, des réflexions et qui auraient besoin vraiment de se faire accompagner. Donc, il y a un accompagnement qui est technique. Donc, regardez si elle n'est pas présente, l'évaluation énergétique, suivre les travaux si besoin, donc aider à la construction de scénarios de rénovation énergétique qui vont permettre d'atteindre 35%. Il y a un accompagnement qui est financier. Donc là, c'est clairement le montage du dossier de subvention, les relations avec les financeurs, les différents paiements, les justificatifs, relancer le syndic pour les pièces qui vont bien, les pièces justificatives, les documents qui vont bien, tout ça. Et puis aussi, très important, un accompagnement social pour vraiment caractériser la situation financière des occupants et les conditions d'occupation. Derrière ma prime rénov copropriété, c'est l'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat qui distribue cette aide-là. Et l'ANA a, je dirais, accorde de l'importance vraiment à ce que son argent aille pour améliorer socialement aussi les conditions d'habitat, ce qui est très légitime. Et donc, l'AMO là, va vraiment scanner, entre guillemets, les copropriétaires, tous les résidents en fait, de la copropriété, pour arriver à repérer les gens qui sont en situation modeste, très modeste, des conditions d'occupation qui seraient problématiques ou ce genre de choses. Donc ça, c'est un vrai plus, c'est un vrai diagnostic aussi social de la copropriété. Donc cet AMO, là, il n'y a pas besoin d'agrément ou d'habilitation, il faut une assurance RC, responsabilité civile. Ça peut être éventuellement le maître d'œuvre, mais
c'est un cas de figure qu'on ne rencontre pas. En tout cas, ici sur Montpellier, on ne l'a pas. Elles sont référencées aussi au niveau de l'ANA. Bon, pour se dire les choses franchement, sur Montpellier, il y a un organisme qui fait ça. Et là, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'autres alternatives. C'est Urbanis, c'est un bureau d'études spécialisé dans toutes ces questions de conseil habitat là, qui fait ça. Alors, quand il y a l'ALEC, nous, là, typiquement, qui sommes présents, souvent, l'accompagnement technique, nous, on a déjà un peu aidé à décanter un peu le projet avant d'arriver à la mission d'AMO. Donc, souvent, l'évaluation énergétique, on ne va pas, nous, envoyer une copropriété, payer une AMO pour se rendre compte que finalement, avec son isolation de toiture, elle va faire 10% de gain énergétique, quoi, et qu'elle n'aurait pas droit à l'aide. Vous voyez, on va essayer de dégrossir le projet, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Voilà, donc cette mission d'AMO, donc elle est payante. Hein. L'ordre de grandeur, je donne une fourchette qui est très large parce que c'est très variable en fonction de la taille de la copropriété. Et ça va varier grosso modo de 200-300 euros par appartement jusqu'à en gros 600 euros max à peu près. Voilà, la fourchette est un peu large. Hein. Et ça dépend de la taille de la copropriété. Il y a des effets d'échelle. De grosses copropriétés, ce sera moins cher. Les petites copropriétés, un peu plus chères. Voilà. Et donc là, MaPrimeRénov' peut prendre aussi en charge 30% du montant hors taxe de cette mission d'AMO, donc avec un max de 600, donc 30% de 600. Donc, ils vont aider à hauteur de 180 euros par logement. Donc, si je prends un exemple, hein, une copropriété à 100 lots, moyen de 400 euros par lot, on a 40 000 euros de mission d'AMO. C'est quand même un petit budget. Donc, c'est sûr que la copropriété qui aurait pas trop, qui serait au stade zéro de sa réflexion et qui va arriver en AG une mission d'AMO à 40 000 euros, même s'il y a une aide de 30%, qui ferait 3 x 4, 12, à moins 12 000 euros. Donc, ça fait quand même, aidez-moi, 28 000 euros à débourser. Bon, ben, voilà, faut quand même que la copro soit un peu préparée en amont. D'où le rôle de nos structures, hein, par exemple l'ALEC. On va essayer de décanter les choses avec le syndic, le conseil syndical en amont, les professionnels qui sont déjà présents sur la copropriété, pour orienter la copropriété au mieux. C'est pas aller au casse-pipe, quoi, pour être un peu en langage courant. Voilà. Donc, je reviens, il y a une question de Martine. Là. Le raisonnement, donc j'imagine c'est celui que j'ai développé sur l'isolation extérieure. Est-ce qu'il vaut pour les travaux en toiture? Oui, effectivement, c'est la même chose. Pour les travaux en toiture, on va regarder les questions de temps de retour sur investissement, du surcoût par rapport à une solution d'une simple réflexion d'étanchéité comparée à une réflexion d'étanchéité avec isolation. On regarde le surcoût, aide déduite, et on regarde si on est au-dessus ou en dessous des 10 ans. La question, je dirais, architecturale ne se pose pas vraiment sur un toit terrasse. Pas forcément de problème par rapport à ça. Voilà pour la mission d'AMO. Alors, MaPrimeRénov', c'est quoi le montant? C'est important de le savoir. Donc, combien? Donc, MaPrimeRénov' copropriété, quand on peut la mobiliser, elle va prendre en charge en fait 25% du montant hors taxe des travaux subventionnables. Les travaux subventionnables, pour faire simple, c'est les travaux qui concourent à l'amélioration énergétique. Je prends un exemple. Si le projet global de la copropriété, c'est de rénover le toit, les façades, changer de chaudière par exemple, mais aussi de changer le portail du parking qui est défectueux, clairement, on ne va pas financer le portail du parking avec MaPrimeRénov'. Ce n'est pas d'incidence énergétique. Voilà. Donc, c'est des travaux qui concourent au gain énergétique. Donc, là, 25% du montant hors taxe. Il y a un plafond qui est à 15 000 euros par logement. Donc, c'est-à-dire que concrètement, c'est 25% de 15 000. Donc, ça va être 3 750 euros max par logement. On peut y inclure des frais annexes éventuellement, des frais de maîtrise d'œuvre, coordinateur SPS, là, quand il y a plusieurs entreprises qui travaillent, s'il y a des diagnostics complémentaires, des choses comme ça peut être intégré dedans. Donc, comme je vous le disais, cette aide-là, elle est versée au syndicat de copropriété et ensuite elle est répartie au tantième. Donc, le taux de 25% s'applique à tout le monde. Tout à l'heure, on l'a vu, là, si on sort de l'étiquette F ou G, on va avoir un bonus de 500 euros par logement. Donc là, s'il y a 100 logements, bing, c'est 500 fois 100. Si le gain d'étiquette énergie, une fois les travaux imaginés, on arrive dans la zone étiquette A ou B, et bien là, hop, on a la prime aussi de 500 euros par logement. Ensuite, vient s'ajouter à ça aussi une prime individuelle pour les ménages les plus modestes. Donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, l'enquête sociale là, qui permet d'identifier ces ménages modestes-là. Hein. Donc là, c'est précisé aussi, hein, cette enquête sociale, il y a des grands chiffres qui sont donnés à l'échelle de la copropriété, mais les données individuelles, bien sûr, elles ne sont pas diffusées. Hein. Ça reste entre l'AMO et le foyer concerné. Et donc là, les foyers qui sont modestes ou très modestes,
l'aide, elle est de 750 ou 1500 euros. Alors là, par contre, ce n'est pas une aide qui tombe entre guillemets sur le syndicat des copropriétaires, c'est une aide vraiment qui tombe directement, le syndic la fléchera directement, individuellement, nominativement sur le foyer concerné. Donc, l'aide MaPrimeRénov' copropriété, elle est cumulable avec les certificats d'économie d'énergie. On l'a vu tout à l'heure, on peut la cumuler avec ces aides-là. Donc, il faut vraiment prendre en compte les deux parce que ça fait des montants qui deviennent intéressants. Par contre, si la copropriété est considérée comme fragile, vous vous rappelez, c'était l'histoire du taux d'impayé. Si le taux d'impayé est au-delà de 8%, à ce moment-là, la copro est fragile, donc elle n'aura plus droit au certificat d'économie d'énergie collectif. Par contre, elle aura un bonus fragile qui sera de 3 000 euros forfaitaire par logement. Donc, c'est assez conséquent, ça va vite, 3 000 euros par logement. Voilà. Et là, pareil, 3 000 euros forfaitaire par logement, ça veut dire on prend 3 000 euros, on multiplie par le nombre de logements, ça tombe dans l'escarcelle du syndicat des copropriétaires et c'est reventilé ensuite au tantième des copropriétaires. Voilà, c'est ce que je viens de dire, excusez-moi. Donc, combien la prime Rénov' copro, plus la prime copro fragile en difficulté, elle est de 3 000 euros par logement. Donc là, qu'est-ce qu'on considère comme copro fragile au sens de l'Agence nationale de l'habitat? C'est un taux d'impayé d'au moins 8% du budget. Et oui, je ne l'ai pas dit, excusez-moi, l'étiquette énergie qui doit être située entre D et G. Donc, voilà, il faut à la fois une copro qui glisse un peu en termes de budget, en termes d'impayé, et une copro qui soit pas formidable, entre guillemets, en termes d'étiquette énergie initiale. Et là, c'était ce petit complément de 3 000 euros. L'ANA, en fait, j'allais dire, fait sa petite tambouille, voilà, gère les certificats d'économie d'énergie de son côté. Et donc là, on ne peut plus valoriser les certificats d'économie d'énergie collective. Et si la copro se porte bien, entre guillemets, qu'elle n'est pas considérée comme fragile, eh ben, ça va être MaPrimeRénov', entre guillemets, de base, plus les certificats d'économie d'énergie collective. On arrive bientôt à 19h. J'ai des questions. Pardon, je n'ai pas vu que c'était arrivé entre-temps. Si j'ai bien compris, une mini-copro de 4 lots avec un local commercial en rez-de-chaussée et 3 appartements loués la plupart du temps à des étudiants n'est pas éligible à MaPrimeRénov'. Alors, si les appartements sont loués au titre de résidence principale, si les étudiants, là, c'est leur résidence principale, à ce moment-là, ça fonctionne. Ça peut marcher. Une copro, il n'y aurait que des bailleurs, par exemple, et du coup que des locataires, ça peut fonctionner. Quel est le revenu fiscal? Le revenu fiscal Qui va, à partir du moment où vous êtes considéré comme modeste ou très modeste, c'est ça? Non, je parlais du revenu fiscal pour les propriétaires bailleurs. Les aides, à partir de quel montant du revenu fiscal on a droit? Alors, pour les propriétaires bailleurs, on ne va jamais regarder leur revenu fiscal à eux, si vous voulez. En fait, alors, je vais revenir sur ma présentation. On revient ici. Là, c'est vraiment sur l'aide collective. Voilà, donc, en fait, vous voyez, tout ce que j'évoque là, on va prendre un cas de figure assez courant. La copro, elle va faire une isolation de toiture plus une isolation de façade. On est à 35-40%, donc on est au-dessus des 35%. Okay. On regarde le taux d'impayé, la copro, elle est plutôt saine. Oui. 5% d'impayé, je dis n'importe quoi, on est sous les 8%. Donc non, on n'est pas considéré comme fragile. F ou G, c'est quand même très très bas, donc on va dire qu'on va partir d'une étiquette moyenne de D. Ça, c'est très courant. D, étiquette D, si on fait 35-40% de gain énergétique, c'est possible qu'on arrive en fin de travaux, en simulation, dans l'audit va le simuler, et c'est possible d'arriver en B. Mettons un oui, on sort en B. Donc, on va prendre cet exemple-là. Donc, dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qui va tomber donc, sur le syndicat des copropriétaires? L'expression n'est pas très bonne, mais qu'est-ce que va récupérer le syndicat des copropriétaires sur ces travaux? Donc, MaPrimeRénov' copropriété, donc on l'a vu, 25% du montant hors taxe des travaux. C'est déjà pas mal. On va ajouter à ça les certificats d'économie d'énergie. Oui. Là, soit on les fait poste par poste, donc un chiffrage, une aide pour l'isolation du toit, une aide pour l'isolation des façades, ou là, si on est à plus de 35, on va peut-être regarder les côtés des certificats d'économie d'énergie globale. Donc là, pareil, ça arrose entre guillemets le syndicat des copropriétaires, et là, tout le monde bénéficie de cette aide. On a dit qu'on atteignait, mettons, l'étiquette B une fois les travaux réalisés. Donc, on a la prime BBC. Et là, donc, c'est une fois de plus 500 € multipliés par le nombre de logements qui sont attribués au syndicat des copropriétaires. Là, si vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, si vous avez, mettons, le même appartement, les mêmes tantièmes,
eh ben, l'aide financière qui retombe sur vous, entre guillemets, dont vous bénéficiez, elle va être la même, quoi. On ne va pas regarder le revenu fiscal du propriétaire bailleur. Par contre, l'enquête sociale de l'AMO, que j'ai évoqué tout à l'heure, va regarder le revenu fiscal du propriétaire occupant. Et si ce propriétaire occupant a un revenu fiscal qui est considéré comme modeste ou très modeste, je vous donnerai ensuite les montants, et bien là, ces foyers-là, à titre, pour le coup, individuel nominativement, lui, il aura un complément qui va être de 750 € pour le foyer s'il est considéré comme modeste et de 1 500 € pour le foyer s'il est considéré comme très modeste. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, c'est bien éclairci, oui. Alors, je vais vous montrer maintenant. Attendez, je reprends. J'ai un PowerPoint qui est très complet, mais voilà, ce n'était pas possible de tout dérouler. On est resté sur l'heure. Est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Alors, les conditions de ressources, donc là, en Île-de-France, donc c'est une province entre guillemets, ce qu'on va considérer comme foyer modeste ou très modeste, c'est les bleus et les jaunes ici, au sens. Donc en gros, vous voyez, en fonction du nombre de personnes qui composent le foyer, là on prend vraiment tout le monde, les enfants y compris, le nombre de personnes, on regarde le niveau du revenu fiscal, et en fonction de ça, donc là par exemple, quelqu'un, voilà, un couple, je prends l'exemple, un couple qui a 25 000 € de revenu fiscal annuel, et bien lui, donc, il est au-dessus des 21 760, il est en dessous des 27 896, donc il se situe là, donc il est dans la catégorie jaune, donc considéré comme modeste, et donc s'il y a les travaux collectifs tels qu'on les évoque tout à l'heure, là, donc sur sa quote-part, au prorata de 70e, il aura donc les 25% de la prime rénov sur sa quote-part de travaux, il aura le bonus BBC à 500 € par logement, là, parce que les travaux permettent d'atteindre l'étiquette B. Ils auront donc les certificats d'économie d'énergie, pareil, qui sont retirés au prorata de ces tantièmes. Et là, il aura une aide nominative de 750 € dans ce cas de figure-là. Voilà, si l'exemple est OK. Et attention, parce que c'est vrai que j'évoquais tout à l'heure la prime, soit quand on sort de la passoire énergétique, donc quand on sort des étiquettes F ou G, et qui peut être cumulée aussi à la prime quand on rentre dans l'étiquette A ou B. Ça, quand je dis c'est une prime qui est forfaitaire par logement, celle-là, elle n'est pas individuelle. Je prends un exemple. Si dans la copropriété, il y a des studios et des F5, vu qu'on raisonne, vu qu'on prend, mettons, 100 appartements, on multiplie par 500, ça fait 50 000 € qui tombent donc, au syndicat des copropriétaires. 50 000 €, les copropriétaires vont en bénéficier au prorata de leur tantième. Donc, c'est évident que le propriétaire d'un F5, il va toucher plus que 500 € ramenés à sa quote-part, et le propriétaire d'un studio, peut-être qu'il n'aura que 300 € ramenés à sa quote-part. Je ne sais pas si c'est clair. Par contre, si le propriétaire d'un studio est considéré comme très modeste de par son niveau de ressources, il aura, lui, pour son studio, donc vraiment lui individuellement, 1 500 €. Et tout ça s'ajoute. Ce qu'on constate là, sur les cas de figure un peu courants, c'est que globalement, avec les petites primes qui s'ajoutent, ce genre d'aide-là, on arrive à des niveaux d'aide qui sont de l'ordre de 30-40% sur un projet de rénovation un petit peu ambitieux sur une copropriété. Donc c'est intéressant. Ce n'est pas un financement à 90% pour tout le monde, malheureusement, ce n'est pas ce dispositif-là, mais c'est quand même intéressant. Pour vous partager aussi une petite info en avant-première, c'est que la métropole de Montpellier. Pardon, là, c'est d'aide globale. Oui, voilà, oui, là, oui, effectivement. Ce que je dis 40%, c'est ramené à tout le monde. Si après on zoome effectivement sur les cas de figure particuliers, peut-être qu'effectivement, un copropriétaire très modeste, par exemple, qui a un petit logement, lui, son taux d'aide, il va être plus fort. Parce qu'il a un petit logement, donc ses tantièmes sont plus réduits, et il va bénéficier de la prime, modeste ou très modeste, mettons de 1 500 € s'il est très modeste. Et donc, c'est plus légitime, parce que s'il est très modeste, c'est qu'il a moins de revenus. Quelque part, il est un peu plus aidé. Ce que je voulais évoquer aussi avec vous, là, c'était sur la métropole de Montpellier. La métropole est en train de réfléchir à la mise en place d'une aide financière pour la rénovation des copropriétés. Pour l'instant, le montant qui est imaginé est autour de 1 300 € qui serait donné par la métropole, et là aussi, qui tomberait pro rata des logements.
Donc, 100 logements, pouf, 100 fois 1300, ça ferait 130 000 euros qui tombent sur la copropriété. Voilà. Donc là, le niveau de gain énergétique qui est ciblé par la métropole, c'est moins 40%. Donc, vous voyez, les seuils, là, le moins 35, c'est déjà pour aller chercher l'aide MaPrimeRénov'. Et si on veut encore augmenter les aides, il faut grappiller un petit peu pour aller chercher du moins 40. Ça devrait être opérationnel. C'est prévu pour au mois de juin. Donc, on devrait en savoir plus. Là. Ça devrait être mis en place dans le courant de l'été. On peut prendre des questions. On arrive à peu près sur la... Alors, attends, il y a une question. Le cas de cette petite copro de 4 lots avec un local commercial. Le local commercial, on s'en rappelle. Oui, ça devrait être ça. Après, ce qu'il faut regarder, c'est la question que pose PE48, là. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est par rapport au règlement de copropriété. Le règlement de copro vis-à-vis du local commercial, là, il faut voir aussi comment lui il participe en fait, au niveau des tantièmes, parce que s'il participe aux travaux, il faut regarder après dans le détail avec le syndic s'il y a une aide financière globale qui s'applique, est-ce qu'il ne va pas en récupérer du fait qu'il a aussi quand même une participation financière aux travaux du fait du règlement de copropriété. Ça, il faut regarder. On est dans un cas de figure sur Montpellier, là où en fait, la copro a fait un ravalement avec isolation, et en fait, les locaux commerciaux au rez-de-chaussée n'ont pas été isolés. L'isolation s'est arrêtée au-dessus d'eux. Donc, eux n'ont pas été concernés par l'isolation, donc ils n'ont pas contribué au paiement de l'isolation, donc ils n'ont pas eu les aides financières associées, normal, quoi. Et c'est que les propriétaires, les copropriétaires des logements d'habitation, qu'ils soient bailleurs ou occupants, qui ont bénéficié des aides parce qu'eux avaient contribué, de par le règlement de copropriété, à l'isolation par l'extérieur. Je ne sais pas pour Toulouse Métropole. Pour Toulouse Métropole, la question qui m'est posée, est-ce qu'il y a une même aide qui est en réflexion au niveau de Toulouse Métropole? Il faudrait poser la question à nos collègues de l'espace, du guichet Rénov' Occitanie, ex-Espace Info Énergie Toulouse Métropole, qui pourront vous dire, là, qui sont plus dans le secret des dieux que nous, sur ce qui se passe à Toulouse. On va prendre quelques... Ah oui, alors, attendez, question 90. Monsieur Brock, effectivement, c'est le meilleur contact pour vous sur Toulouse. La question de Mme Ragonnet, là, est-ce que toujours audit à 90... Alors, est-ce qu'on est toujours sur le dispositif 90 € pour l'audit, enfin 90 € par logement pour l'audit? Alors, de quoi il s'agit, là, cette histoire d'audit? En fait, donc, la région a mis en place, si vous voulez, la région a fait un appel d'offres pour sélectionner en fait, des bureaux d'études que la région va pouvoir missionner pour aller sur des copropriétés, faire des audits à coût maîtrisé. Donc, dans cette mission d'audit énergétique, il y a justement, dans le cahier des charges, il y a 4 scénarios de travaux qui sont... Le premier scénario de travaux, c'est en gros la copro, de quoi elle a besoin d'un point de vue strictement, j'allais dire, technique. En gros, est-ce qu'elle a besoin de faire un ravalement parce que les balcons sont en train de s'effondrer, il y a des blocs de béton qui sont en train de tomber, il pleut, l'étanchéité est toute pourrie au niveau du toit. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut faire pour le maintien, entre guillemets, du bon fonctionnement de la copropriété d'un point de vue technique? Donc là, c'est intéressant parce que ça permet d'estimer les coûts de travaux, typiquement un ravalement de façade standard, hein, sans isolation. Ça vous donne déjà un ordre d'idée de ce qui pend au nez, entre guillemets, des dépenses pour la copropriété. Donc déjà, scénario 0, entre guillemets. Ensuite, premier scénario, qui est un scénario à 25% de gain énergétique. Déjà, voir, OK, quels travaux permettent d'aller chercher 25%. Deuxième scénario, qui est à moins 40%. Donc là, on est vraiment sur les ambitions régionales de, vous savez, la région à énergie positive, hein, la région met ça en place. Donc là, deuxième scénario, scénario 0, c'est qu'est-ce qu'il faut faire dans tous les cas pour garder le bon fonctionnement de la copro, sans forcément mettre d'isolation. Scénario 1, 25% de gain énergétique. Scénario 2, 40% de gain énergétique. Et scénario 3, un scénario BBC, bâtiment basse consommation. Donc là, c'est atteindre vraiment, aller chercher l'étiquette B, voire A. Donc vraiment le maximum, quoi. Donc là, ça vous donne vraiment la palette du on ne fait rien sur l'aspect thermique, mais on regarde tout à fait des travaux qu'on va être amené à faire, donc il y aura forcément des dépenses dans les années à venir. Et on regarde à l'opposé, à l'extrême opposé, un scénario où vraiment on met le paquet sur la rénovation et on va carrément retrouver le niveau de performance quasiment du neuf, hein, j'exagère un peu, mais on va s'aligner un petit peu avec des constructions plus récentes. Donc là-dedans, vous avez le panel après les scénarios.
Et donc, c'est hyper intéressant. Voilà. Donc, en termes de coûts, un audit énergétique, en général, ça coûte aussi des fourchettes parce que c'est dur. C'est entre 200 € par logement pour une grosse copropriété, à 500-600 peut-être pour une petite copropriété. Là, la région a vraiment cadré les choses, elle met de l'argent de sa poche et donc elle le plafonne à 90 € par logement, l'audit. Donc clairement, pour la prestation que c'est clairement pas cher. Et cerise sur le gâteau, la métropole, là encore c'est dans les tuyaux, ça va arriver au mois d'avril normalement, la métropole va prendre à sa charge ces 90 €, ce qui fait que ça sera gratuit pour la copropriété. Donc c'est super intéressant, c'est évident. Alors je dirais que pour la copro qui a déjà un audit, d'efficacité de l'argent public, on ne va pas refaire un audit, même s'il est gratuit, si elle a déjà fait un audit. Donc éventuellement, c'est reprendre l'audit qui a déjà été fait, l'améliorer un peu, lui faire étudier un ou deux scénarios de plus, que sais-je, voilà, pour l'actualiser un petit peu. Si la copro n'a pas d'audit, typiquement les copropriétés qui sont en chauffage collectif, voilà, c'est super intéressant. Gratuitement, elle peut avoir vraiment un diagnostic qui est très poussé, qui permet vraiment de construire derrière des scénarios et de faire appel derrière potentiellement à une mission de maîtrise d'œuvre. Alors, où trouve-t-on la liste de ces bureaux d'études labellisés par la région? Alors, la liste, pour l'instant, elle n'est pas publique, mais en fait, si vous voulez, c'est une procédure de marché public, hein, donc c'est très cadré. Sur la région de Montpellier, il y a 5 bureaux d'études qui ont été retenus. Et si vous voulez, à chaque copropriété qui va présenter, qui va dire « moi, je veux un audit », la région va demander aux 5 de faire une proposition. Elle prendra le moins cher des 5. Ça, c'est une petite tambouille, entre guillemets, j'allais dire technico-administrative. Donc, voilà, dans tous les cas, la région, pour résumer, elle vous mettra à disposition un auditeur qui sera en capacité de faire l'audit selon le cahier des charges région. Donc, normalement, la qualité sera toujours identique et au rendez-vous. Voilà, alors PE48, là, bien sûr, enfin, si vous avez des questionnements précis, on peut échanger, on pourra vous les mettre en relation avec la région si besoin. Et ce qu'on fait, nous, au niveau de la LEC, hein, c'est qu'on aide un petit peu à décanter un peu les projets, vous l'avez compris, parce que plutôt que vous jeter, entre guillemets, dans la mêlée de tous ces dispositifs et tout ça, on essaie de, voilà, en amont de clarifier tout ça au niveau du conseil syndical avec les différents acteurs, tant que faire se peut. Fifi, question, est-ce qu'un audit avec une estimation des coûts datant de 2019 est toujours valable ou est-ce que les coûts ont vraiment augmenté? C'est une bonne question. Je crois que 2019, là, ça fait 2 ans maintenant, bon, on n'est pas forcément… voilà. Donc, voilà. Donc, de toute façon, dans tous les cas, l'audit, hein, au niveau des coûts de travaux qu'il indique, en général, c'est estimatif. C'est souvent un peu sous-estimé pour être franc. Donc, dans tous les cas, le fait de passer par la maîtrise d'œuvre, une mission de maîtrise d'œuvre, là, clairement, avec un cahier des charges qui sera vraiment adapté aux caractéristiques techniques de la copropriété, aux caractéristiques techniques de la copropriété, et du coup, d'avoir des devis d'entreprise vraiment sur votre copro, et pas des estimatifs d'un bureau d'études. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas précis, mais c'est clairement moins précis qu'un devis par une entreprise. C'est évident. Avec des métriques qui auront été pris par un maître d'œuvre. La question de Martine, est-ce que nous avons intérêt à faire notre trajet en d'audit en mai? Pardon. Alors là, non pas nécessairement, en fait, parce qu'on a des résidences, là, par exemple, qui ont voté, là, il y a 15 jours, cet audit régional. En fait, de toute façon, dans tous les cas, vous votez l'audit. Après, vous savez qu'il y a les 2 mois post-AG de recours potentiel suite à l'AG. Donc, dans tous les cas, merci Fifi, bonne soirée. Quelqu'un qui s'en va, qui remercie. Et je dis, pardon, je reviens sur l'histoire de l'audit et du vote là. Voilà, donc une copropriété peut très bien le voter et puis attendre, on va dire, pour déclencher l'audit que la métropole et la région se soient mis d'accord là pour le rendre gratuit pour le territoire de la métropole de Montpellier. Donc rassurez-vous, là, vous pouvez tout à fait le présenter en amont. Enfin, là, dès maintenant, même en AG, il y a des copros qui l'ont déjà voté, hein, pour vous dire. Donc, ce n'est pas freinant pour l'instant, vu l'inertie de toute façon du timing en copropriété. Autre question de Maragonnet, durée de vie de ces isolations, du recul? Ben oui, en fait, les premières ITE, alors, elles ont 30 ans. Maintenant, c'était après les chocs pétroliers dans les années 80, là où on a commencé à se rendre compte un peu que les problèmes au niveau énergétique. Il y a déjà des isolations qui ont été faites, beaucoup dans le parc social, dans l'habitat social, parce qu'ils avaient plus cette notion de gestion immobilière, de faire des travaux sur un patrimoine, et un peu moins dans le parc privé des copropriétés. Et là, en fait, maintenant, on a des entreprises qui font du ravalement sur des anciennes isolations. Et en fait, une isolation thermique par l'extérieur, par exemple, elle est bien sûr protégée par un enduit. Et bien, au bout de 20 ans, l'enduit, il y a des coulures, il y a des traces de moisissure, il y a des traces de pollution, mais comme sur n'importe quel enduit, sur une façade, qu'elle soit isolée ou pas. Et ensuite, on revient
on peut faire un ravalement d'une isolation. On ne va pas tout enlever et remettre de l'isolant. On peut compléter l'isolation, éventuellement, pour la mettre au standard actuel. Mais en général, on peut tout à fait faire un ravalement classique. Voilà. Donc, en termes de tenue, si ça a été bien fait, voilà, après, il y a une assurance décennale, de toute façon, qui est associée à ces travaux-là. Donc, en cas de pépin, entre guillemets, bon, je souhaite à personne, bien sûr, mais ça peut forcément, ça arrive statistiquement sur 100 000 isolations par l'extérieur. Il y en aura qui vont présenter des défauts, ça c'est normal. Pour tout type de travaux, ça arrive. Donc là, effectivement, il y a l'assurance décennale qui va jouer. Et puis, on refait à neuf, entre guillemets, en cas de problème. Et je voulais savoir par rapport à sans isolation extérieure, donc s'il y a pas des failles, mais des fissures dans les murs à réparer, on les voit. Une fois qu'il va y avoir une isolation extérieure, on ne va plus rien voir. Et donc derrière, qu'est-ce qui se passe? Comment on suit d'éventuels problèmes de fissures? Oui, je comprends. Oui. Alors en fait, les fissures, elles sont aussi beaucoup… Alors, tout ce qui est dégradation en règle générale de l'enveloppe du bâtiment, l'enveloppe extérieure, c'est lié beaucoup aussi aux agressions pluie, vent et au delta de température. À Montpellier, par exemple, c'est un bon exemple. On peut avoir moins 10 l'hiver, bon, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut être le cas. Moins 10 l'hiver, et puis on peut monter à 50 degrés sur une façade ouest l'après-midi, ça peut monter très haut, quoi. Et donc, du coup, vous avez des amplitudes, vous voyez, de l'ordre de 50, 60 degrés facilement. Quand on vient mettre l'isolant, déjà, c'est un peu comme un ravalement, c'est qu'en fait, avant de mettre l'isolant, s'il y a des fissures, s'il y a des éclats de béton, des choses comme ça, ils vont être traités. Ils vont être nettoyés, rebouchés, traités avec des produits spécifiques pour éviter les ferraillages, que les problématiques de rouille pénètrent dans le bâtiment. Enfin, voilà. Tout ça est traité avant pour mettre l'isolant sur quelque chose de sain, de propre. Donc déjà, c'est le premier cas de figure, un premier aspect, je dirais. Et deuxième aspect, le fait d'envelopper vraiment le bâtiment dans ce qu'on appelle le mur manteau, c'est vraiment l'isolation, c'est comme un manteau qu'on met sur le bâtiment. Alors vous avez raison, on n'a plus forcément la visibilité, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va préserver finalement la construction, parce que quand avant, j'évoquais un état de température de l'ordre de 60 degrés qu'on peut rencontrer en température sur les façades extérieures, on met l'isolation, et ben, l'isolant, il joue son rôle, quoi. Ce qui fait que la structure du bâtiment, le béton, toute l'armature du bâtiment, elle va d'un seul coup rester dans une zone qui sera beaucoup plus stable en température. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui va osciller peut-être entre 20 et 30 degrés grand max, quoi. Allez, 15 et 30. Donc 15, c'est-à-dire 15 degrés dans les logements aussi, hein, parce que l'isolant, il fait son travail. Et donc, côté extérieur de l'isolant, il peut faire chaud, il peut faire froid. Et côté intérieur de l'isolant, donc on se retrouve dans le mur et ensuite dans le logement, là, c'est qu'il y a une forte stabilité de température. Et donc, cette stabilité de température évite un travail d'un métal, on le chauffe, de rétractation ou d'extension, ce n'est pas le bon terme technique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, le bâtiment bouge moins, entre guillemets, parce qu'il est protégé et il est plus soumis à ces aléas de température un peu extrêmes. Voilà. Après, aussi, alors bon, pour compléter la question, si vraiment il y a une grosse fissure qui réapparaissent pour des problématiques de sol, par exemple, qui s'effondrent, je dis n'importe quoi, en général, là, c'est des failles qui sont transmurs qu'on va trouver aussi dans les logements. Donc là, si dans votre salon, vous voyez une fissure, donc je pense que vous allez réagir aussi. Et puis, côté extérieur, les isolants vont plaquer dessus avec de la colle et des chevillages, des chevilles vraiment qui traversent l'isolant, qui viennent se fixer dans le mur. Donc, si vraiment il y a des défauts qui apparaissent, ça va quand même aussi un peu froisser, entre guillemets, la façade. C'est peut-être un défaut qu'on verra aussi de l'autre côté. D'accord. Ça, c'est à compléter avec une discussion avec un maître d'œuvre éventuellement qui pourra vous en dire plus. Là, je donne un peu des règles générales, des retours qu'on a, nous, des professionnels, mais là, ce n'est pas très dans le détail, c'est un peu technique, quoi. Mais en règle générale, on retenait qu'on protège vraiment aussi le bâtiment avec l'isolation. D'accord. Peut-être on prend une dernière question, puis on va rester là-dessus. Si vous Et là, je voulais demander aussi, est-ce que la protection contre le soleil est aussi prise en compte dans ce type de travaux? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par protection contre le soleil? Voilà, si justement les façades exposées plein ouest en plein été, c'est vraiment un problème. Donc, est-ce que dans le cadre d'un projet général de rénovation énergétique,
ça fait partie quand même d'une question qui est prise en compte valablement, quoi. Ouais, alors effectivement, alors sur Et qu'est-ce qu'il y a, enfin bon, c'est peut-être pas vous, votre truc, mais qu'est-ce qu'il y a après? Enfin bon, bien sûr, si c'est un mur, c'est une chose, mais voilà, je parle avec des façades baies vitrées. Oui, je comprends. Oui, oui. Alors en fait, pour la question du mur, donc là effectivement, on disait, l'isolant il fait son travail, il fait son job. Donc quand on a une façade ouest qui prend le soleil effectivement à Montpellier à partir de 15-16 heures, et dans une ambiance déjà chaude, si en plus le soleil vient passer encore 3-4 heures dessus, on monte très haute température. Cette température-là, on le sent le soir, hein, ça rayonne, le béton ensuite rayonne, il rayonne vers l'extérieur, mais malheureusement, il rayonne aussi vers l'intérieur. Et là, on étouffe dans la pièce qui est derrière, quoi. Donc, quand l'isolant il est là, lui, il fait son travail. Il empêche du coup la chaleur de rentrer dans le mur parce qu'il la rejette à l'extérieur. Donc, en pleine journée, on s'en fiche qu'il la rejette dans l'air. Ça fait un courant d'air ascendant le long de la façade. Pardon. Donc là, ça fonctionne, je dirais. Donc, on garde le mur température constante. Vient s'ajouter à ça l'aspect comportemental. Parce que clairement, si vous avez une baie vitrée qui est pleine ouest, qui n'est pas protégée, vous allez faire l'isolation autour, super. Par contre, cette chaleur-là qui traverse le vitrage, ce rayonnement solaire qui traverse le vitrage, s'il n'est pas protégé, qui vient chauffer la pièce qu'il y a derrière, la chaleur, une fois qu'elle est rentrée, elle va s'accumuler. Si la nuit, en plus, on ne fait pas de décharge, donc si on ne ventile pas le logement pendant la nuit, elle va s'accumuler dans les murs, et puis malheureusement, là, elle va s'accumuler, puis ça va aller crescendo pendant l'été, et puis vous allez vous retrouver à mi-août, ça va être très dur de refroidir parce que vous aurez une tonne de béton autour de vous qui sera montée peut-être à 28, 20 ou 30 degrés et ça va être dur de la refroidir. Par contre, la solution qui est valable pour tout type de projet, je dirais même au-delà des questions de rénovation ou d'isolation, c'est de protéger les baies vitrées pour surtout pas que le rayonnement solaire pénètre. Donc, c'est les protections externes. Et si dans votre copropriété, vous avez par exemple des vérandas ou des celliers qui ont été fermés ou des balcons qui ont été vitrés, ça vaut le coup, c'est une très bonne occasion d'étudier des protections solaires externes, parce que ça, je vais vous donner une image qui parle à tous et à toutes. On voit souvent des balcons fermés et les pauvres gens qui cherchent à mettre des rideaux, des bouts de plastique ou je ne sais pas quoi à l'intérieur pour essayer de limiter le surcroît de chaleur. Et ça, malheureusement, c'est comme la voiture sur un parking. La voiture sur un parking, pour la protéger efficacement, il faudrait mettre une bâche blanche par-dessus. Comme ça, le rayonnement solaire, il ne traverse pas la vitre. À partir du moment où le rayonnement solaire a traversé la vitre, à moins de lui mettre un miroir derrière la vitre, qui le renverrait en quasi-totalité, il va chauffer le rideau qui est derrière. Donc, si vous mettez un rideau un peu gris ou un truc comme ça, vous avez fabriqué un système de captage solaire, et malheureusement, c'est l'enfer. Et donc là, je dirais que l'isolation, au pire, elle peut... J'allais dire presque au pire, elle peut renforcer le phénomène, mais ce sera quasiment pareil en fait. Donc là on est au-delà de l'isolation en tant que telle, on est plutôt sur du comportemental, mais donc avec du rafraîchissement nocturne, des protections solaires externes, ça c'est la base. Mais à l'occasion d'un projet de rénovation avec isolation, ça vaut clairement le coup d'étudier aussi des protections solaires collectives pour avoir d'un point de vue esthétique un truc un peu sympa sur la copropriété. C'est l'occasion de se pencher sur le projet. Voilà, je vois que ça, les gens s'en vont. on va terminer là. C'était peut-être la dernière question. Merci beaucoup. On n'était pas très nombreux. Du coup, j'ai fait un peu plus, on va dire, un peu moins scolaire. On a un peu plus répondu aux questions. On a rebondi un peu sur le PowerPoint. Peut-être juste une info pour ceux qui sont là. Tac. Je vous mets en fait dans le chat un petit résumé en fait de ces dispositifs là qui est en ligne sur le site internet de l'ALEC. Vous pouvez récupérer en fait tout ça et vous allez retrouver les niveaux de ressources, les clés dichotomiques, là où on peut se retrouver un petit peu en fonction de qui fait quoi dans le projet. Voilà, vous pouvez vous en servir pour le diffuser au sein de votre copro. Et puis, voilà, alors je pense notamment au parc du Belvédère, là où vous êtes impliqué dans une première réflexion. Donc, vous êtes en contact avec nous. Et puis, voilà, je pense que mon collègue Sacha va vous voir dans pas très longtemps. Voilà, un grand merci à toutes et tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et au plaisir. Merci, monsieur. Merci. Merci beaucoup.